Donc moi, je suis enseignante-chercheuse à l'Université du Mans, dans un laboratoire qui s'appelle l'Institut des molécules et des matériaux du Mans, qui est le plus gros laboratoire de recherche que vous ayez tout proche de vous, sur le site de l'université, et qui est un laboratoire dans lequel on fait essentiellement de la physique et de la chimie. Et notamment, il y a une grosse activité sur la chimie des matériaux, et plus précisément sur la chimie des polymères. Alors je ne sais pas, est-ce que polymère, c'est un mot qui vous parle ? Non, pas beaucoup. Si je vous dis plastique, est-ce que ça vous parle plus ? Voilà, donc on va parler des plastiques, mais qui sont en réalité des polymères, on va revenir dessus. Et moi, je vais vous parler de ces plastiques et de ce qu'ils deviennent quand ils arrivent dans l'eau, puisque malheureusement, on va le voir ensemble, de plus en plus souvent, on retrouve des plastiques dans l'eau, où ils forment des petites particules qu'on appelle des microplastiques et des nanoplastiques, et sur lesquels moi je travaille depuis maintenant quasiment une dizaine d'années. Alors un plastique, qu'est-ce que c'est ? En fait, ce sont des petites molécules qu'on appelle des monomères et qu'on attache les unes aux autres pour faire de très très grandes molécules qu'on appelle des chaînes souvent. Et le procédé qui permet de faire ces grandes chaînes s'appelle la polymérisation et on fait ce que l'on appelle donc un polymère. Alors ces polymères, ils sont essentiellement constitués de carbone et d'hydrogène. Il peut y avoir d'autres composants, mais les composants essentiels, c'est ceux-là. Et donc, on part de petites molécules comme celle qui est à gauche, par exemple, qui est l'éthylène, avec 2 atomes de carbone et 4 atomes d'hydrogène. Et quand on les accroche les unes aux autres, eh bien, on forme le polyéthylène, qui est un des polymères actuellement les plus vendus dans le monde. Et quand on dit N égale 1000, c'est-à-dire qu'on a un polyéthylène à partir du moment où on accroche plus de 1000 molécules les unes à la suite des autres. Donc ça fait une espèce de grande chaîne, comme un grand collier. Alors vous avez d'autres types de polymères. Par exemple, certains contiennent des atomes d'oxygène, matérialisés ici par des O en rouge. Et dans ce cas-là, on a par exemple le PET, qui est le polyéthylène terephthalate, qui est le polymère avec lequel on fait les bouteilles d'eau. Et on en reparlera après tout à l'heure, parce qu'il est très spécifique, celui-là. Vous pouvez en avoir certains dans lesquels on va mettre du chlore, par exemple, et on va avoir à ce moment-là du polychlorure de vinyle, PVC, qui ressemble un petit peu, vous voyez, dans sa structure, à celui qu'on a vu avant, le polyéthylène, mais qui pourtant a des caractéristiques complètement différentes. Le simple fait qu'il ait un atome de chlore le rend par exemple beaucoup plus dur, beaucoup plus rigide. Et puis voilà, on peut ajouter d'autres atomes comme ça, et on va faire une diversité de ce que l'on appelle donc de polymères. Un polymère, tout seul, on ne peut pas en faire grand-chose en fait. C'est quelque chose qui a été inventé, la polymérisation, il y a un peu plus de 100 ans maintenant, au début des années 1900. Il y a d'ailleurs eu un prix Nobel pour le monsieur qui a inventé la première chaîne polymère en 1907. Et donc c'était une très belle découverte à l'époque, on va voir pourquoi. Et cette chaîne polymère, on ne peut pas en faire grand-chose toute seule parce que ça ne donnerait pas quelque chose de très rigide. Alors en général, on y ajoute des charges, des additifs, notamment des antioxydants, des colorants, des retardateurs de flamme, des plastifiants. Et c'est tout ce mélange-là qui fait ce que l'on appelle un plastique. Et un plastique, eh bien, c'est ce que vous retrouvez actuellement partout autour de vous. Donc la bouteille est en plastique, le bouchon est en plastique, l'essentiel de nos téléphones sont en plastique, les lunettes, les micros, enfin tout ce qui est autour de vous qui est relativement léger et résistant est en plastique. Il y a donc à l'heure actuelle plus de 4000 mélanges possibles et donc en gros il y a on va dire une vingtaine ou trentaine de types de plastique, mais vous voyez qu'ils peuvent avoir des constituants complètement différents. Les plus courants, il y en a une dizaine de ceux qui sont vraiment dans la très grande distribution, on va dire. Après, il y a des polymères qui sont en plus petite quantité. Les plus utilisés, eh bien, c'est PE, j'en ai parlé tout à l'heure, le polyéthylène, qui représente à lui tout seul à peu près 30% de la masse des plastiques produits. Le polypropylène, c'est à peu près 20%. Le polystyrène qu'on retrouve, vous savez, les barquettes dans lesquelles on met de la viande et qui se cassent, vous savez, qui sont un petit peu épaisses, c'est du polystyrène. On connaît très bien aussi le polystyrène expansé, les petites boules blanches qui se détachent et qui s'envolent partout. Le polyéthylène terephthalate, dont je vous ai parlé tout à l'heure, celui des bouteilles. Voilà. Ces polymères, eh bien, on s'en sert dans tous les secteurs de la vie quotidienne. On a commencé vraiment à les commercialiser, donc je vous ai dit inventés dans les années 1900-1910. Le premier, c'était de la bakélite, qu'on n'a pas utilisé finalement très longtemps.
La Seconde Guerre a été un accélérateur vraiment de fabrication de polymères et à partir des années 50-60, on a commencé à les industrialiser avec vraiment une entrée sur le marché dans les années 70 à peu près. Et depuis, eh bien, ils sont entrés dans tous les domaines de la vie. On les utilise dans tous les secteurs, que ce soit l'automobile, l'agriculture, la construction. Mais le premier domaine d'utilisation, ce sont les emballages, puisque 40% des plastiques produits permettent de faire des emballages. Et on verra en quoi c'est un problème. Alors, je ne montre pas de chiffres là, mais en gros, si on regarde un petit peu les plastiques à l'échelle mondiale, c'est plusieurs millions d'emplois. Ils sont essentiellement produits en Asie du Sud-Est, en Chine et aux États-Unis, mais vraiment un gros site de production en Chine. Et nous, en Europe, on reçoit la matière première et on va plutôt la transformer. On a plutôt des transformateurs qui vont utiliser après ces plastiques pour s'en servir dans tous les domaines d'utilisation qu'on a vus. Alors, donc ces plastiques, ils ont des qualités absolument fantastiques. Par exemple, on ne s'en rend pas compte, on est habitué, mais un sac plastique, ça pèse quelques dizaines de grammes à peine et on peut porter plusieurs kilos avec. Ça, c'est absolument remarquable. Ils ne se cassent pas, ils ne rouillent pas, ils sont plastiques, c'est ce qui fait d'ailleurs leur définition. Ils sont très peu chers. C'est assez et très facile à produire. Donc ça leur fait vraiment de très belles qualités. Le problème, eh bien, c'est que du coup, on en a produit énormément, on continue à en produire beaucoup. On estime qu'on a produit depuis les années 50 8 milliards de tonnes de plastique en tout, et que malheureusement, eh bien, on en a rejeté dans l'environnement, alors soit en rejet direct dans les océans, soit mis dans des décharges parfois non contrôlées. On a encore beaucoup de décharges sauvages, y compris même en France, plus de la moitié, c'est-à-dire 4,9, quasiment 5 milliards de tonnes. Et on parle beaucoup du recyclage, mais en réalité, le recyclage, c'est la toute petite boucle bleue qui est en dessous, vous voyez, hein, le rapport par rapport à ce qui a été produit, et c'est à peine 600 millions de tonnes, donc autant dire quasiment rien par rapport à tous ces plastiques qui sont produits. Et c'est un problème qui est en train de s'aggraver, parce que je vous ai mis à gauche l'évolution de la production mondiale de plastique. Alors, on a même des chiffres plus récents, là ça s'arrête à 2020, ça a encore énormément augmenté. Il y a eu un petit arrêt pendant la crise sanitaire, mais à peine, et ça continue à monter, puisque là, vous voyez, on était en 2018, je pense, ou 2015, à moins de 350 millions de tonnes. Aujourd'hui, on est à plus de 430 millions de tonnes. Donc, vous voyez, ça monte très, très rapidement, cette production de plastique, parce que la demande est incessante, elle est de plus en plus importante, notamment dans les pays en voie d'industrialisation. Et sur la droite, eh bien, vous avez un article scientifique qui est sorti en 2015 dans la revue Science, qui est une des plus grandes, une des plus prestigieuses revues scientifiques, et qui montrait que dans le même temps, eh bien, on voit les quantités de plastique qui rentrent dans les océans chaque année, et puis évidemment, sans surprise, hein, puisque l'utilisation augmente, eh bien, les prédictions nous montrent que même dans le pronostic le meilleur, c'est-à-dire la courbe qui est en dessous, eh bien, à l'échelle 2025, c'est quasiment 100 millions de tonnes de plastique qui vont entrer chaque année dans les océans. On considère que c'est à peu près un tiers des plastiques qui sont produits qui finissent chaque année directement dans l'environnement. Alors, que font ces plastiques? Où vont-ils dans l'environnement? Eh bien, vous aurez probablement les mêmes remarques quand vous allez parler des pesticides ou du glyphosate, parce qu'en fait, c'est tout le problème des polluants hein, et de la pollution, c'est que ce sont des composés qui voyagent. Donc, on les retrouve dans les décharges, mais les plastiques sont très légers. Donc, souvent, si la décharge n'est pas contrôlée, n'est pas fermée, ils vont s'envoler. On les retrouve énormément dans les fleuves. Vous savez que la population mondiale, notamment dans les pays en voie de développement, est souvent une population avec des très fortes densités de population autour des zones côtières. Donc, des endroits où très facilement les ordures vont partir dans les fleuves, voire directement dans la mer. On les retrouve dans les eaux usées, sur les voies sur la chaussée. Certains sont rejetés directement dans la mer. Bref, ils finissent en général tous, à un moment donné ou à un autre, dans les océans, qui est souvent le réceptacle final des déchets plastiques.
Et que font ces plastiques quand ils sont dans les océans? Eh bien, puisqu'ils ne se dégradent pas, puisqu'ils sont extrêmement résistants, c'est une de leurs principales propriétés, eh bien, ils restent et ils s'accumulent. Je ne sais pas si vous avez entendu parler, est-ce que ça vous parle, là, les ronds? Est-ce que ça vous évoque quelque chose? Voilà. Alors, vous avez dû entendre parler. Alors, on dit maintenant le 7e. C'est le 7e continent. 7e continent de déchets. Alors, est-ce que vous savez lequel c'est? Vous voyez, comme depuis, en fait, alors on a parlé beaucoup du 7e, mais depuis, on en a trouvé un 8e, un 9e, un 10e, un 11e, qui sont moins connus, mais qui sont bien là aussi. Alors, le 7e, c'est le premier qui a été décrit. C'est celui-là. C'est celui qui est dans le Pacifique Nord. C'est le plus grand de tous. C'est celui qui est au large des côtes d'Hawaï. Et il a été découvert dans les années 70, donc vous voyez, c'est pas récent. Déjà dans les années 70, des gens qui, probablement, peut-être comme Jacques Bouillot, regardaient la nature. Là, c'était des navigateurs qui traversaient le Pacifique Nord et qui ont été étonnés au milieu, en étant très très loin des côtes, d'être au milieu du Pacifique et puis tout d'un coup de commencer à voir des objets plastiques qui flottaient à la surface. Donc ça les a interpellés. Quand ils sont revenus, ils en ont parlé. Puis là, il a commencé à y avoir des expéditions. Et puis, on connaît de mieux en mieux quand même la surface de la Terre. Et on s'est rendu compte que dans toutes ces zones océaniques, il y a ce qu'on appelle des vortex. Donc des vortex, c'est un phénomène naturel, on appelle ça des gyres, qui sont des grands courants marins, en fait, qui tournent au centre de chacune des zones océaniques. Et ces gyres, eh bien, ils ont la particularité, du coup, de rassembler les déchets. Ils prennent les déchets qui sont sur les côtés, et puis ils les font tourner, ils les rassemblent au centre, et puis de temps en temps, ils les éjectent. Et donc, ça fait des zones où on a une concentration de déchets, dont une qui est particulièrement grande, elle fait 3 fois la superficie de la France, et qu'on a appelée le 7e continent de déchets. Alors, il ne faut pas imaginer que c'est un endroit dur sur lequel on a un tas de plastique et sur lequel on marche. C'est pas ça. C'est plutôt des particules, et je vous dirai tout à l'heure pourquoi, parce que le plastique s'est cassé, et ça donne sur quelques mètres d'épaisseur une eau qui est contaminée avec des toutes petites particules de plastique. Nous, on appelle plutôt ça une soupe de plastique. Et puis depuis, on s'est rendu compte que des soupes de plastique comme ça, on en a une dans l'Atlantique Nord, on en a une dans le Pacifique Sud, une dans l'Atlantique Sud et une également dans l'océan Indien. Voilà, ce sont des zones qui sont plus contaminées. Alors, maintenant, on sait que du plastique, il y en a beaucoup là, mais il y en a aussi beaucoup ailleurs. Alors, pourquoi est-ce qu'on retrouve plutôt une soupe de plastique? Eh bien, parce que les plastiques, même s'ils sont très résistants, et même si on le sait qu'ils vont s'accumuler pendant de très longues années, probablement des décennies, voire des siècles dans l'environnement, pour autant, ils se dégradent quand même. Ils se cassent, notamment, parce que les plastiques sont assez sensibles aux UV. Donc, tous ceux qui sont moins denses que l'eau, qui vont flotter à la surface, ou qui vont rester, par exemple, sur les berges, et qui vont être soumis à la lumière du soleil, vont particulièrement finir par subir une érosion ou une fragmentation. Et ils vont générer, vous avez, voyez en bas à droite, là, c'est une bille de plastique. Alors, j'ai oublié, en venant, malheureusement, j'ai oublié mes échantillons que je montre souvent. Quand je vous disais que les plastiques qui sont produits en Chine, en fait, la matière première qui est produite chez les producteurs, ce sont des toutes petites billes qu'on appelle des lames de sirène, qui sont des petites billes de plastique qui sont transportés dans des containers et qui traversent comme ça les océans et qui arrivent donc dans tous les continents, mais notamment en Europe, pour être fondus ensuite et transformés. Et en soufflant, on en fait par exemple des bouteilles plastiques. Ces petites billes, vous avez peut-être entendu parler parce qu'il y a eu un échouage en début d'année sur les côtes de Vendée et de Loire-Atlantique, jusqu'en Bretagne. On appelle ça des granulés industriels aussi. Et donc il y a eu probablement un échouage de containers. Et toutes les plages, alors je sais que Pornic, par exemple, a été très touché, se sont retrouvés avec des échouages de ces petites billes partout sur la plage. Ces petites billes, quand vous les laissez là c'est une petite bille qu'on fait vieillir au laboratoire pour regarder justement ce qu'elle va devenir. Alors on le fait nous en accéléré. Et vous voyez que la surface commence à se casser. Et si ça frotte le sable ou les vagues, eh bien ça va générer des toutes petites particules, comme celle de gauche, que l'on appelle des microplastiques. Et c'est ces microplastiques qu'on va plutôt trouver dans l'environnement, qui vont faire cette soupe de plastique et qui vont se disséminer partout. Parce qu'ils sont très légers. Donc vous voyez, voilà quand on fait... Alors pour les trouver, on fait ce qu'on appelle des traits de chalut. Alors on prend des filets, vous voyez, comme en haut, qui sont derrière des bateaux.
On appelle ça des filamenta. Et on drague comme ça la surface de l'eau que l'on veut échantillonner. Et on regarde, on fait une estimation des quantités de plastique qu'on retrouve. Mais vous voyez que ce qu'on retrouve, c'est vraiment des toutes petites particules comme à gauche. Et donc vous avez là, à peu près, dans les derniers articles qui sont sortis, ça nous montre à peu près où sont ces microplastiques avec un point rouge qui est celui que je vous ai montré tout à l'heure, le GIR du Pacifique Nord, le 7e continent. Mais si vous regardez bien, des points rouges, qui sont des points où il y a beaucoup de plastique, ben vous voyez qu'il n'y en a pas très loin de chez nous aussi. Si vous arrivez à retrouver sur la carte l'Europe et la France, voilà, vous reconnaissez que la mer Méditerranée est très très rouge. Je ne sais pas si vous le voyez tous, je vais mettre mon doigt. Là, voilà, ici, hein, on voit que toute la Méditerranée, ici, est en rouge. Oui, entre-temps, on a, voilà, depuis une dizaine d'années, on parle de cette pollution plastique. Donc, la communauté internationale scientifique s'est mobilisée, fait des échantillonnages partout. Et toutes les personnes qui ont travaillé sur la Méditerranée sont unanimes. En Méditerranée, tous les échantillons qui sont prélevés contiennent du plastique. C'est une des zones les plus polluées. Il y a des endroits en Méditerranée où l'eau est plus polluée qu'au centre du 7e continent, parce que la Méditerranée est une mer fermée, c'est une mer qui est entourée par des bassins de population très importants, qui n'ont pas tous, et je pense notamment à l'Afrique du Nord, mais pas que, l'Europe aussi, des systèmes de gestion adaptés des déchets, et qui donc rejettent beaucoup de plastique. Cette mer, elle est fermée, donc les plastiques restent, s'accumulent, et donc c'est devenu une des zones les plus polluées au plastique sur Terre. Et de toute façon, ces plastiques, alors là, la Méditerranée, elle les garde. Dans les océans, eh bien, ils voyagent un peu plus, donc on voit des accumulations un peu plus fortes sur les côtes, mais ces plastiques, ils voyagent et on les retrouve partout, puisqu'on en a également retrouvé dans les glaces, par exemple, de l'Antarctique ou de l'océan Arctique. Alors, on les retrouve à la surface des océans, et je vous montrais donc une façon de les voir, c'était de passer des filets à la surface de l'océan pour les retrouver, mais on les retrouve aussi ailleurs. Alors, c'est un schéma qui est un petit peu compliqué, je ne vais pas trop rentrer dans les détails, mais ces microplastiques, ils sont tout petits, et ils vont... une partie va rester à la surface, mais il y a une partie aussi qui va disparaître, soit qui va descendre dans les sédiments, parce qu'en vieillissant, ce plastique, il devient de plus en plus lourd. Il se charge aussi des autres polluants et de la matière organique qu'il peut y avoir dans l'océan, ce qui va les faire devenir plus lourds. Et donc, on va retrouver énormément de plastique dans les sédiments. Vous avez à droite, là, des compartiments, des échantillons de sédiments qui ont été pris en Méditerranée, justement, et dans lesquels vous pouvez voir qu'on retrouve énormément de microplastiques. On estime d'ailleurs que les sédiments marins sont probablement ce qu'on appelle, nous, un stock, un réservoir parmi les plus importants. Et puis il y a aussi des polymères qui, eux, sont plus denses, plus lourds que l'eau. C'est le cas notamment du polyéthylène terephthalate, c'est-à-dire qu'une bouteille, même vide, si vous la mettez dans l'eau, elle ne va pas rester à la surface, elle va couler. Donc cette bouteille, elle ne sera même pas soumise à la lumière du soleil, et donc elle ne va même pas se dégrader, et elle va plutôt s'accumuler dans les fonds marins. Donc les fonds marins, je vous mettrai tout à l'heure une petite vidéo d'un collègue qui est océanographe et qui a beaucoup travaillé dans des sous-marins et qui a beaucoup exploré les fonds marins. Et vous verrez, il me dit maintenant c'est très pratique quand on se pose, c'est ironique, hein, mais quand on veut se poser au fond de la mer Méditerranée, par exemple, alors il dit avec un sous-marin, c'est pas facile parce qu'il fait noir, et puis on ne sait jamais quand on va vraiment s'approcher du sol, c'est un peu dangereux, donc on descend tout doucement. Et il dit maintenant c'est très simple parce qu'on sait qu'on approche le sol quand on commence à avoir du plastique. Et on peut s'arrêter. Et il me disait qu'en Méditerranée, il ne connaissait plus d'endroit où il n'y avait pas du plastique au fond. Je vous montrerai une de ces vidéos après. Le deuxième problème des microplastiques, eh bien, c'est qu'ils se transforment et qu'ils peuvent jouer ce qu'on appelle un rôle d'éponge. C'est-à-dire que, alors à gauche, dans ces plastiques, je vous ai dit au début, un plastique, c'est une chaîne polymère, mais c'est aussi plein d'additifs. Ces additifs, ce sont souvent des molécules chimiques qui, pour certaines d'entre elles, peuvent être toxiques. Je ne sais pas si vous connaissez le bisphénol A, par exemple, dont on a beaucoup parlé. Les phtalates, on en a beaucoup parlé aussi, qui sont des perturbateurs endocriniens reconnus.
et qui ont été massivement utilisés dans la plasturgie parce que ce sont des très bons stabilisants des plastiques ou des plastifiants. Eh bien, ces composés, ils sont rejetés au fur et à mesure que le plastique vieillit. Et dans le même temps, à l'inverse, eh bien, les plastiques peuvent aussi ce qu'on appelle absorber certains polluants qui étaient, eux, présents dans l'eau et qui vont venir se coller sur eux comme des éponges. Et ça marche aussi avec des micro-organismes. Et je vous dirai tout à l'heure, on y reviendra un peu. Si bien qu'on peut avoir sur les plastiques toute une vie qui va se développer, on appelle ça la plastifère. Et il y a énormément de petits morceaux de plastique qu'on a retrouvés, donc je vous le disais, partout. Et quand on les analyse, eh bien on retrouve toute une gamme d'organismes vivants qui sont venus, qui créent comme une espèce d'écosystème nouveau et qui vont venir s'installer sur ces plastiques et qui vont comme ça pouvoir se promener sur de très longues distances. Et j'y reviendrai tout à l'heure parce que c'est probablement un des impacts les plus inquiétants de cette pollution plastique. Et une autre voie de disparition des plastiques, eh bien, c'est la possibilité de leur ingestion. Évidemment, quand vous avez des tout petits morceaux de plastique, alors on a tous vu des images de tortues qui vont avoir étranglé avec un sac plastique. Ça, c'est vrai pour ce qu'on appelle les macroplastiques. Mais les microplastiques, c'est beaucoup plus insidieux. Et eux, ils vont plutôt être ingérés et se promener comme ça dans toute la chaîne alimentaire. Là, c'est un exemple de toutes les espèces qui ont été analysées depuis, donc, je dirais, une dizaine, quinzaine d'années qu'on travaille sur la problématique. Et malheureusement, dans toutes ces espèces où on a cherché, on a trouvé du plastique. J'ai un collègue, là, notamment, qui est prof de SVT dans un collège là autour du Mans, et qui me disait récemment qu'il avait acheté des poissons pour apprendre la dissection des poissons à ses élèves. Et il m'a dit, les 3 poissons qu'on avait achetés, sur les 3, dans 2 d'entre eux, quand on a ouvert le système digestif, qu'est-ce qu'on a retrouvé? Du plastique. Voilà, sans aucune surprise. Donc, on en cherche, on en trouve, et dans quasiment tous ces organismes, y compris les plus petits. Alors, quels sont les impacts de cette pollution? Donc, vous l'avez compris, ce plastique, il est partout. Et évidemment, eh bien, ce qui nous inquiète, ce sont ces impacts. Les premiers impacts sont probablement des impacts économiques. Alors, c'est peut-être pas les plus graves, mais il faut quand même en parler, avec des conséquences notamment sur le tourisme et des coûts de nettoyage dans des pays comme les nôtres. Parce que dans des pays comme les nôtres, finalement, on ne la voit pas tant que ça, cette pollution. Moi, je sais que j'ai beaucoup de collègues qui me disent « Oui, il y a un problème avec les plastiques, mais enfin bon, c'est pas gênant. » Ben oui, pourquoi? Parce que nous, on nettoie les plages. Il faut savoir que les plages du littoral français sont nettoyées en période de vacances tous les jours. Et ce sont des quantités astronomiques de plastique qui sont récupérées. Et donc ça a un coût qui est estimé évidemment à plusieurs millions par an. Vous savez par exemple les pourcentages de déchets plastiques parmi les déchets récupérés sur les plages. Et vous voyez, les plastiques, c'est quasiment 95% des déchets aujourd'hui qui sont récupérés. Et puis, il y a les endroits, les pays qui ont moins de moyens et qui, eux, malheureusement, ne peuvent pas nettoyer aussi souvent et sur lesquels on va avoir des plages qui, effectivement, sur lesquelles le plastique va s'accumuler. Je ne sais pas si vous avez entendu parler, par exemple, en Asie du Sud-Est, en Indonésie, des plages qui ont carrément fermé, qui n'accueillent plus de touristes parce qu'elles n'arrivent plus à gérer les déchets plastiques. Et puis évidemment, on va parler plus de conséquences en termes de toxicité, de dangerosité. Donc là, sur les écosystèmes d'abord, je vous ai dit, il y a toute une vie qui s'installe sur ces plastiques. Et bien un exemple, par exemple, après le tsunami de 2011 en Asie, au Japon, et bien 5 ans après, quand on a fait des échantillonnages de plastique et d'espèces, on a retrouvé 300 espèces nouvelles qui normalement sont dites endémiques au Japon, donc qui ne sortent pas du Japon. Et bien là, on en a retrouvé plus de 300 sur les côtes ouest des États-Unis qui avaient tout simplement traversé, c'est ce qu'on appelle l'effet radeau, qui avait traversé en très peu de temps. Alors ça a toujours existé, l'effet radeau, hein. C'est par exemple les bateaux, lors de l'arrivée de prisonniers, notamment au XVIIIe siècle, anglais vers l'Australie, qui ont amené des lapins, par exemple, et qui ont ensuite colonisé l'Australie, ce qui a posé des problèmes majeurs. Ça a déjà existé, mais ça prenait un certain temps. Là, vous voyez, ça se fait en très peu de temps, et puis c'est 300 espèces, et souvent des micro-organismes, donc des espèces qui sont extrêmement difficiles à suivre
et à gérer, je dirais. Donc ça entraîne des modifications des écosystèmes. Et puis il y a des impacts sur les organismes, j'en parlais tout à l'heure, avec voilà, des enchevêtrements, des étranglements, donc plusieurs dizaines de milliers d'organismes qui peuvent être touchés par an par cette pollution plastique. Mais les impacts probablement les plus délétères sont ceux sur les plus petits organismes et qui sont en lien avec l'ingestion de ces microplastiques. Et les toxicologues savent bien que plus la particule ingérée est petite et plus son effet sur l'organisme peut être important. Et là, on travaille actuellement beaucoup sur ce que l'on appelle les nanoplastiques, donc des plastiques qui viendraient de l'érosion des plus gros plastiques, mais qui deviendraient tellement petits. Alors, microplastique, c'est déjà 1/1000 de millimètre. Nanoplastique, c'est 1/100000e de millimètre, c'est extrêmement petit, et ça traverse les parois des membranes. Donc là, il y a vraiment des risques en plus pour les cellules. Donc la communauté scientifique travaille beaucoup pour essayer de comprendre quel est l'effet des nanoplastiques, des microplastiques, et on commence à voir qu'il y a des effets, notamment à long terme. Ce sont des effets plutôt chroniques sur la reproduction, sur la digestion, par exemple, de ces espèces. Je vais juste vous donner des exemples de ce que nous faisons ici au Mans, à l'Institut des molécules et des matériaux, comme je vous présentais au départ. Moi, je ne suis pas biologiste, je suis chimiste, donc je ne travaille pas sur l'impact, c'est plutôt des collègues à moi qui le font. Moi, je travaille vraiment sur la chimie de ces plastiques et j'essaie de comprendre comment ils se dégradent, combien de temps ça va mettre, quelles sont les formes et les tailles des microplastiques qui sont générés. Et en général, les microplastiques comme ça, modèles que l'on génère, eh bien, on les envoie à des collègues écotoxicologues qui, eux, regardent quels sont les impacts sur leurs organismes. Et on a aussi beaucoup travaillé sur des mises au point de protocoles pour essayer de quantifier les microplastiques dans des échantillons naturels. On a notamment beaucoup travaillé dans les années 2000. On a été la première équipe avec des collègues d'Angers à essayer de quantifier les microplastiques dans des huîtres, des moules et des poissons de la région Pays de la Loire. Et bien, sans surprise, nous avons retrouvé dans 2/3 des échantillons environ qui étaient contaminés avec des microplastiques. Alors, quand je parle de contamination, sur des échantillons de moules, ça reste quand même relativement faible. C'est 1 à 2 particules par organisme, mais quand même du plastique. La recherche en France, juste quelques mots. Nous sommes à peu près 250 chercheurs en France aujourd'hui à travailler sur cette thématique dans une 50aine de laboratoires répartis dans tout l'Hexagone, y compris en Outre-mer. Et on a formé ce qu'on appelle un groupement de recherche qui s'appelle Polymères et Océans, et où on travaille, alors j'avais mis 150, maintenant je vous dis on est plutôt 250, on est de plus en plus mobilisés, on a de plus en plus de financement d'ailleurs, on dit que la recherche est difficile à financer, nous on est vraiment sur une thématique où on trouve des financements assez facilement parce qu'on sent bien que c'est une problématique qui est en train de prendre de l'importance, donc on est de plus en plus nombreux à travailler là-dessus, et on travaille donc à mieux comprendre la dégradation, les impacts, le cycle de vie de ces plastiques, mais essayer à réfléchir à des solutions. Alors, quelques mots sur les solutions. Vous avez peut-être entendu parler de nettoyage des océans avec de grands navires qui proposent des solutions, qui proposent de faire le tour des océans pour collecter les plastiques. Alors, c'est bien parce que ça permet de parler de la problématique, de nous faire un peu, enfin voilà, de mettre la lumière là-dessus, mais c'est illusoire. Hein. Je vous ai dit, la plus grosse problématique de la pollution plastique, ce sont ces toutes petites particules qui sont complètement impossibles à aller chercher dans tous les océans, sans compter que ça serait risqué, parce qu'en plus, si vous les filtrez à elles, ben vous allez aussi filtrer des poissons, des organismes, donc ça peut être dangereux. Et puis il y a la problématique des fonds marins qui sont complètement recouverts de plastique et qui, eux, seraient nettoyables mais à des coûts complètement exorbitants et avec probablement des dégâts sur l'environnement plus importants. Donc ce n'est absolument pas la solution. La solution, eh bien, c'est de ne plus envoyer de plastique dans l'environnement, ou du moins le moins possible. Et pour ça, eh bien, il faut réduire absolument, et c'est le mot que j'aimerais vraiment
mettre en gros, réduire notre consommation de plastique. Et puis, pour les plastiques que nous continuons à utiliser, parce que les plastiques ont quand même un intérêt, ils sont quand même utiles, eh bien, les recycler. Il y a tout un travail aussi de ce qu'on appelle éco-conception, c'est-à-dire concevoir des plastiques qui se recyclent mieux, parce que le recyclage ne marche pas bien à l'heure actuelle. On ne recycle qu'à environ 15% des plastiques. Donc, mieux les concevoir, apprendre à les réutiliser. Ça, c'est dans la loi AGEC. Il y a une loi qui a été votée récemment et qui prône notamment aussi la réutilisation. Et puis, il y a la question des bioplastiques. Ça sera peut-être des questions que vous allez me poser. Voilà, sur lesquelles il faut faire attention. Ça peut être des substituts, mais ils n'ont de bio que le nom. Et malheureusement, souvent, ils ne se dégradent pas plus facilement, ils ne se recyclent pas plus facilement. Donc, la réduction de l'utilisation des plastiques est un élément important. Alors, l'actualité, c'est que nous travaillons, nous, scientifiques, mais aussi à l'échelle mondiale, vers un traité mondial. En effet, en mars 2022, l'Assemblée des Nations Unies pour l'environnement a adopté une résolution pour lancer des négociations avec la possibilité d'un traité juridiquement contraignant pour lutter contre la pollution plastique. Alors évidemment, comme tous ces grands accords, vous avez beaucoup entendu parler des COP sur le climat, il y a aussi les négociations sur la biodiversité. Le plastique, c'est un troisième axe de négociation. C'est compliqué parce qu'il faut à la fois agir sur la production, et là, il y a évidemment des pays qui n'ont pas très envie qu'on limite la production de plastique, parce que ce sont des éléments économiques importants pour eux. Il faut lutter aussi sur la consommation, et là, c'est nos modes de vie que ça interroge. Se passer des plastiques, et notamment dans les emballages, est-ce qu'on en est encore capable? Est-ce qu'on sait encore faire? Et puis, évidemment, un gros volet sur la gestion des déchets plastiques que nous savons plus ou moins faire, mais qui se fait à des prix qui sont très importants et qui donc excluent un grand nombre de pays. Mais voilà, ce traité est engagé. Il y a déjà eu plusieurs négociations. Alors, ça se fait en 5 sessions, ça se fait sur 2 ans. Il y a eu une première étape qui a eu lieu en Uruguay en novembre 2022. La deuxième étape a eu lieu cette année au printemps, du 29 mai au 2 juin. Et on a participé. Et la troisième réunion, alors il y en aura une fin 2023 et 2 en 2024. La prochaine est du 13 au 19 décembre au siège des Nations Unies à Nairobi. Et j'ai la chance, là, de faire partie. Pour la première fois, les scientifiques sont autorisés à entrer dans les négociations, parce que jusqu'à présent, ce n'était que les gouvernements. Et j'ai la chance, on est 2 scientifiques à partir dans la délégation française, et je suis une de ces 2 scientifiques. Donc je vais au Kenya en novembre pour essayer de faire avancer ces négociations et essayer de convaincre les États d'essayer de maintenir, au moins de restreindre cette production de plastique. Voilà, je vous remercie pour votre attention, et puis je suis à votre écoute si vous avez des questions. Quel est l'avenir de l'homme? C'est une question qui est plus large que la problématique plastique, parce qu'il y a des menaces. Alors, on en a des immédiates, vous entendez, je ne vous apprends rien, l'actualité est chargée. Et puis on a des menaces à plus long terme qui sont toutes celles qui sont liées évidemment à notre empreinte sur l'environnement, le climat, qui est probablement la plus prégnante parce que c'est celle qui va avoir un effet le plus visible. Mais celle du plastique, elle entre dans une thématique plus globale qui est celle des pollutions, des entités chimiques. On a introduit en un siècle, on estime, plus de 40 000 nouvelles entités chimiques. Le plastique en fait partie, il amène son lot, mais il n'y a pas que ça. Il y a les pesticides, il y a toutes les molécules chimiques que l'on introduit dans l'environnement et qui sont en train de modifier nos écosystèmes, sont en train d'avoir un impact sur notre santé. On commence à en parler beaucoup. Là, il y a une étude qui est sortie récemment sur les cancers, notamment, et sur le fait que on retrouve certains composés chez les personnes atteintes de cancer. Donc on commence à avoir des liens, même si c'est pas facile, parce que c'est des expositions à des toutes petites quantités. Donc là, on est vraiment sur de la toxicité chronique.
ça va perturber, là, sur des longues durées, notre environnement. Et clairement, oui, il y a une mise en danger. Quand j'entends qu'on est en train de se poser la question de voir si l'eau est encore potable, alors qu'on a investi, enfin moi j'ai fait ma thèse il y a 20 ans sur l'eau potable, et j'étais une très grande convaincue de la potabilisation de l'eau, et évidemment que ça nous permet, ça sauve des vies, hein, d'avoir de l'eau potable, et on est en train de contaminer nos sources d'eau naturelles avec des polluants qui, eux, vont mettre des siècles à se dégrader. Donc l'avenir de l'homme, sur le long terme, effectivement, on peut être un petit peu pessimiste, mais voilà, il faut y travailler. Il faut voir aussi moi je dis toujours à mes étudiants, puisque vous savez que depuis 2 ans, rendez-vous compte comme c'est récent, on a l'obligation maintenant de faire un cours à tous les étudiants, à tous les niveaux, sur toutes ces grandes problématiques. Donc ça y est, on le fait, on leur fait un cycle, donc sur tous ces enjeux-là, les grandes pollutions, le réchauffement climatique, bien sûr, la transition énergétique, etc. La biodiversité, qui est évidemment un des piliers aussi essentiels. Et je leur dis que dans le même temps, cette chimie que nous avons inventée, qui est une chimie, ce qu'on a inventé en un siècle, c'est une chimie qui a inventé les médicaments, qui ont inventé le plastique, qui donc nous permettent aussi de mieux sauvegarder les aliments. On a vu un allongement de la durée de vie sans précédent dans l'histoire de l'humanité. Et donc ça a dû contribuer, il faut quand même le reconnaître. Voilà, maintenant ça nous met en danger. Je pense que c'est des questions qui sont extrêmement complexes, donc je n'ai pas de réponse plus claire que ça. On est obligé, je crois, d'être dans la nuance, mais c'est vrai que ça pose question, et que probablement qu'il va falloir... Le siècle dernier a été le siècle de cette chimie incroyable qu'on a su maîtriser, où on a su faire des nouveaux composés qui ne se dégradent pas. Ben, je crois qu'il va falloir qu'on revienne, probablement qu'on change nos pratiques et qu'on revienne à une chimie beaucoup plus en phase avec l'environnement, qu'on revienne peut-être à mieux connaître. Je vois une biologiste, peut-être qu'on soit plus à l'écoute aussi de la biologie qui nous entoure et de l'environnement, et qu'on réussisse à réconcilier ces concepts-là. Mais ça demande du temps. Et pourquoi ne pas décider de choisir soit le plastique, soit le papier? Là où je vais chercher mes fruits et mes légumes, c'est à disposition. Vous prenez soit le papier, soit le plastique. Normalement, le plastique est interdit maintenant, hein, dans les... Il y en a de moins en moins quand même, des sachets plastiques. Ça a été interdit normalement, les sacs plastiques. Mais je suis d'accord qu'on en trouve encore. Hein. Vous allez sur le marché le dimanche matin. On vous en donne encore, c'est vrai. Et dont certains, on vous dit, on vous jure qu'il est biodégradable. Ne le mettez pas dans votre compost, hein, parce que je peux vous dire que... Alors, vous ne le retrouverez pas forcément intégralement dans un an, mais si vous cherchez bien, vous retrouverez des petits morceaux, hein, ce qui est encore pire, parce que là, vous en mettez partout. Hein. Dans les solutions, il me semble que j'avais lu qu'on avait réussi à trouver une bactérie qui était capable de digérer, par exemple, le polystyrène. Alors, qu'est-ce qu'il y en a? Est-ce que c'est une fake news, ou est-ce qu'il y a des avancées sur le sujet? Si vous voulez, probablement qu'en cherchant bien, on va trouver des enzymes, des bactéries qui vont dégrader, alors déjà, qui vont manger. On avait eu une très belle nouvelle à un moment donné sur des chenilles dont on nous avait dit qu'elles mangeaient du polyéthylène. Mais vous aussi, vous pouvez en manger. Hein. Vous allez l'avaler. Mais je peux quasiment vous dire avec certitude qu'il va ressortir. Donc si vous voulez manger, c'est une chose. C'est le synthétiser et le dégrader et faire en sorte que ce que vous rejetez n'est plus du plastique, qui là est vraiment intéressante. Ça, c'est le premier point. On n'en a plus beaucoup entendu parler d'ailleurs de la chenille mangeuse de plastique. Hein, ça. Donc après, il y a des enzymes, effectivement, qui détricotent certains polymères. Et c'est le cas notamment du PET. On en entend beaucoup parler en ce moment. Le polyéthylène terephthalate, c'est un de ceux dont je vous ai dit au début qui contient des atomes d'oxygène. Ça le rend plus facilement cassable et dégradable, et y compris par des enzymes. C'est sans doute intéressant, mais en même temps, c'est le seul qui est vraiment recyclable. Donc finalement, je dirais, celui-là, on avait quasiment une solution d'un point de vue chimique. Donc bon, c'est bien si on peut le faire avec des enzymes, mais vous voyez, ça ne va pas résoudre le problème. Il faudrait qu'on trouve la même enzyme qui détruit le polyéthylène ou le polypropylène dont on fait nos lunettes, qui eux sont moins facilement recyclables, mais aussi parce qu'ils sont moins facilement assimilables, enfin voilà, parce qu'ils sont très 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 résistants. Donc oui, on entend de temps en temps des bonnes nouvelles, ce qui pourrait être des bonnes nouvelles.
Et puis, la question quand même, moi, que je me pose à chaque fois, je me dis très bien, alors on nous dit que des plastiques vont être biodégradables. Tout est biodégradable au bout d'un certain temps, probablement. Vous savez, le pétrole, il vient de ressources, finalement, qui ont fini par se biodégrader. Certains vous diront que c'est renouvelable. Oui, alors le problème, c'est que c'est renouvelable à l'échelle de plusieurs planètes Terre. Le plastique, c'est peut-être pareil. Il finira peut-être par devenir du pétrole, mais le problème, c'est la durée des cycles, si vous voulez. Donc, qui se biodégrade, c'est possible, mais imaginez que s'il se biodégradait trop facilement, vous donneriez à la possibilité à des communautés bactériennes qui n'existent pas forcément à l'état naturel de se surdévelopper. Il y aurait quand même des risques de modification profonde aussi de nos écosystèmes. Donc, envoyer dans l'environnement des nouvelles molécules qui se biodégradent, c'est quand même le risque de faire émerger des communautés microbiennes qu'on n'a pas pour l'instant et dont on ne sait pas quelles pourraient être leurs affinités avec nous. Est-ce qu'on cohabiterait bien avec? Je ne sais pas. Parce qu'en fin de compte, le plastique rend les gens malades. Et de l'autre côté, les laboratoires créent des médicaments justement pour contrer. Alors il y a des intérêts dans tout cela. Alors, on n'a pas vraiment de preuve que les plastiques rendent les gens malades. Les plastiques sauvent des vies aussi. Hein. Une hanche en plastique, ça peut-être pas une vie, mais il y a beaucoup maintenant la médecine a fait d'énormes progrès aussi grâce au plastique. Hein. Alors, c'est souvent des plastiques qui ne sont pas les plastiques de la grande distribution, qui sont souvent des plastiques très particuliers, qui sont ce qu'on appelle souvent des polymères biocompatibles, qui sont faits exprès. Le plastique, par exemple, a permis de garantir une alimentation que l'on peut conserver, a beaucoup joué sur la conservation des aliments. Donc, c'est un peu compliqué de dire le plastique, c'est probablement les additifs du plastique, probablement qu'il y a une toxicité sur le long terme. Oui, certes, mais vous savez, vous parlez de médicaments. Les médicaments qu'on prend, il y a une grosse problématique sur les médicaments. Si on vient vous parler des pesticides et des polluants de l'eau, on vous parlera peut-être de ça. Les médicaments qu'on prend, vous les rejetez. Votre corps ne les assimile pas complètement. Vous en rejetez une partie. Je ne fais pas de schéma, vous voyez bien par où ça repart. Ça arrive dans des stations d'épuration qui ne traitent pas complètement ces molécules. C'est des petites molécules qu'on ne transforme pas. Donc vous avez une partie des médicaments et des métabolites, ce qu'on appelle les métabolites, c'est-à-dire les molécules qui sont issues de ça, qui arrivent dans le milieu environnant, dans l'eau notamment, et dont on a vu que ça avait des effets, par exemple, sur certaines espèces. Et pourtant ça sauve des vies, vous voyez, les médicaments. Donc voilà, tout ça, c'est un peu à nuancer. Ce qui pose problème, c'est les quantités aussi de ces nouvelles molécules, de ces matériaux comme les plastiques qu'on introduit comme ça de façon massive dans l'environnement. Je crois qu'elle est là la juste mesure à trouver. Je ne pense pas qu'on puisse dire qu'il faut interdire les plastiques complètement, ça serait sans doute idiot. De même qu'interdire la chimie ou interdire totalement les pesticides qui ont sans doute des intérêts ou certaines formes de pesticides. On parle des punaises de lit en ce moment. Bon, il va falloir trouver quand même des moyens de lutte aussi. Enfin, vous voyez, il faut trouver. Mais c'est cette juste ligne qu'il faut essayer de trouver et qui est évidemment pas facile à trouver. Mais bon, on sait déjà que les phtalates sont nocifs, que le monochlorure de vinyle est cancérigène. Le bisphénol, on sait que ça peut provoquer quand même des retards au développement. On a quand même des... Tout à fait. Et alors là, c'est un des gros enjeux du traité plastique sur lequel on est en train de travailler, c'est d'arriver au moins à obtenir, alors nous, l'idéal, pour nous, la communauté, ça serait de caper la production, c'est-à-dire de se dire maintenant, stop, terminé, on fait à volume constant, et on essaie même de rediminuer. La première des choses. On va avoir du mal. On a beaucoup de pays qui sont contre nous. Mais, dans un deuxième temps, ce sur quoi par contre on ne veut absolument pas céder, c'est sur des interdictions de composés dont là, on est certain qu'ils sont aujourd'hui déjà toxiques. Et dont on pense, voilà, comme le bisphénol, comme tous les additifs sur lesquels là on a des preuves, notamment de perturbateurs endocriniens, on est en train de voir que la fertilité des jeunes hommes notamment a baissé de façon très alarmante sur les 20 dernières années. Et il y a probablement un lien.
Donc là, il y a vraiment un danger. On parle beaucoup de la démographie en ce moment, hein, qui est en baisse. Alors évidemment, si en plus on diminue la fertilité, ça va être compliqué. Donc là, il y a vraiment des enjeux pour nous très importants de faire interdire certaines substances, et notamment certains monomères. Le polystyrène, par exemple, le monomère, c'est-à-dire l'élément de base que l'on retrouve après la dégradation du polystyrène, est dangereux, toxique, et le polystyrène ne se recycle pas. Donc celui-là, on l'a vraiment dans le viseur, et c'est vrai qu'on aimerait bien le... Voilà, il fait partie, et le PVC est aussi problématique. Oui, tout à fait. On parle depuis quelque temps là, des microbilles qui sont utilisées massivement dans un tas de produits, microbilles plastiques. Est-ce que, moi je ne connais pas grand-chose, est-ce que vous pourriez nous éclairer sur le rôle de ces microbilles? Est-ce qu'on pourrait s'en passer? Quelles sont les alternatives? Alors les microbilles, elles ont été beaucoup utilisées dans les cosmétiques notamment, parce que, alors je ne sais pas mesdames si ça va vous parler, là, ce qu'on appelle les exfoliants, c'est-à-dire que par exemple dans les gels douche, on rajoutait ces petites billes là, et puis ça permettait de mieux nettoyer la peau. Il y en avait pas mal dans le dentifrice aussi, pour blanchir les dents. C'est interdit, ça a été interdit par la Commission européenne. Alors nous en Europe, c'est les États-Unis qui les ont interdits en premier, je dirais peut-être en 2020, et nous, ça a dû prendre effet en 2022. Donc nous, elles sont interdites. On n'a plus le droit, dans les cosmétiques, d'ajouter des microbilles, ce qu'on appelait des microplastiques du coup primaires, c'est-à-dire que déjà, ils arrivaient dans l'eau à l'état de microplastique. Il y en a encore dans les peintures, dans beaucoup de procédés sur lesquels on n'a pas encore touché. Cette interdiction, elle est respectée? Alors, pour tout vous dire, je ne sais pas comment elle est contrôlée. Oui, c'est une bonne question, ça. Est-ce qu'elle est respectée? Ça, je ne peux pas m'engager. Je sais que les grands groupes de la cosmétique que j'ai pu croiser, oui, savaient que de toute façon, travailler sur des substituants. Par exemple, ils travaillaient beaucoup sur des morceaux de noyaux, là, les exfoliants que vous allez acheter aujourd'hui. Je ne sais plus comment ça s'appelle, là, c'est les masques de gommage. Souvent, c'est des morceaux de noyaux, d'abricots ou d'olives qui ont été broyés. Et donc voilà, donc c'est plus naturel. C'est une bonne alternative. Oui, c'est sans doute une bonne alternative, oui, tout à fait. Enfin, il y a aussi le problème, j'ai lu qu'effectivement il y a un problème d'eau dans le Var, Oui. où on passe du potable au consommable, et le préfet qui dit qu'il va falloir qu'on repasse à l'eau en bouteille. Oui, alors ça, C'est inutile de vous vraiment dire que là, quand je entend me des lève le messages. matin et que j'entends ça, je baisse les bras. Donc, enfin, on a un problème de communication aussi. Oui, enfin, de communication, parce que ça dépasse le problème de communication, là. Oui, mais c'est une vraie question. Alors, moi, j'étais une grande militante depuis de nombreuses années de l'eau potable, en disant, écoutez, on a une eau qui est extrêmement contrôlée, qui est sûre. Ça coûte très cher de potabiliser l'eau. On a des procédés aujourd'hui qui sont extrêmement performants pour potabiliser l'eau et la rendre vraiment complètement sûre. Sachant qu'attention, c'est des polluants, c'est embêtant, c'est chronique. La première menace quand vous buvez de l'eau, c'est quand même ce qui est vivant, c'est-à-dire les micro-organismes. Et ça, en France, c'est extrêmement bien surveillé. Parce que ça, c'est une menace immédiate, si vous voulez. Donc, sur les polluants, c'était à peu près bien géré. Donc, on avait toute une campagne, nous, et on commençait à être pas mal suivis, d'ailleurs, même par le gouvernement, qui en a fait un axe, par exemple, sur les JO de 2024. On a rencontré le ministre Béchu qui nous a dit, les JO 2024, on a des accords avec Coca, notamment. On divise par 2 la quantité de bouteilles plastiques distribuées sur le site. C'est des gros... Voilà, on y va. J'entendais Nestlé qui commençait à diminuer sa production, ce qui met d'ailleurs en péril les emplois. Il y a toujours ce problème-là. Et là, j'entends ça, je me dis, c'est pas vrai. Non. On commençait à y arriver, à se dire, ça y est, enfin, il y avait même des encouragements dans la loi AGEC d'installer des fontaines à eau dans l'espace public pour justement ne plus avoir besoin d'acheter des bouteilles plastiques. Donc on était vraiment dans une belle dynamique. Et là, on se rend compte que les contaminants, qui sont les PFAS, parce que je ne sais pas si vous avez entendu, ce sont les fameux polluants dont on parle depuis un an ou deux, là, les perfluorés, alors je ne les ai pas montrés, qui sont utilisés, je vous le donne en mille, dans l'industrie des plastiques, notamment. Alors pas que, mais c'est aussi les revêtements, vous savez, des poils, tout ce qui est anti-adhésif. Et c'est eux qu'on retrouve, on les appelle les polluants éternels, c'est-à-dire que c'est
des liaisons, les liaisons carbone-fluor, c'est parmi les liaisons les plus stables que l'on peut faire en chimie. Donc on pense que potentiellement, c'est des composés qui vont avoir une durée de vie de plusieurs siècles. Donc quand ils sont là, ils sont là. Hein. Et ben c'est eux qui visiblement seraient... Donc on les utilise depuis peu de temps, hein. C'est des composés qu'on utilise depuis peut-être 10 ans, 10-15 ans, de façon industrielle, je dirais. Et ça y est, on commence à les retrouver. Ils sont utilisés dans la composition des bouteilles plastiques. Alors, pas des bouteilles plastiques, mais de certains plastiques, et notamment tout ce qui est... Alors, c'est des plastiques, hein, quand vous achetez une poêle, alors maintenant ils sont interdits normalement, ils ont été interdits récemment, mais c'était trop tard. C'est un revêtement plastique, si vous voulez, qui est anti-adhésif, c'est du polymère, mais qui contient des perfluorés. Et on les utilise dans pas mal d'autres industries, dans des applications industrielles. Pas dans l'alimentation, ils sont interdits. Mais vous les interdisez dans les plastiques alimentaires, donc effectivement on n'y est pas exposé de façon directe quand on achète une barquette en plastique, mais si vous les utilisez ailleurs, et que du coup ils se retrouvent dans l'eau, parce qu'à un moment donné, même si on les utilise dans les câbles ou dans des... ils finissent de toute façon par se retrouver dans l'eau, vous y êtes exposé quand même. Et c'est tout le problème de ces additifs qu'on laisse être utilisés, alors qu'on devrait les interdire tout simplement. On continue à les produire, quoi, surtout. Et on continue à les produire. Et alors, c'est des familles où il y a les perfluorés. Là, je crois qu'il y a peut-être, je ne sais plus, mais 500 molécules différentes, voyez, en plus. Donc, il faut les étudier une par une. Et il y a tout un travail en écotoxicologie qui est monstrueux, en plus, de toutes les étudier une par une, pour essayer de voir lesquelles sont dangereuses et quelles ne les sont pas. Et tous les vêtements. Et tous les vêtements. Alors, tous les vêtements. Les bouteilles en plastique, quand on vous dit qu'elles sont recyclées, donc polyéthylène terephthalate, c'est du PET, en réalité. Alors, quand on dit que c'est recyclé, en réalité, vous n'avez pas le droit de la réutiliser. C'est pas la même chose. Alors, vous pouvez le faire chez vous. Moi, je le fais quand j'achète une. Mais l'industriel, il n'a pas le droit, lui. Donc, quand votre bouteille, vous la mettez dans la poubelle jaune et qu'elle arrive au centre de tri du Mans, par exemple, ça part sur des chaînes de tri à part, ça part dans des balles, et il est hors de question qu'elles soient remplies telles quelles. Et elles ne peuvent pas être lavées. Donc en fait, elles sont broyées. Ça fait ce qu'on appelle des espèces de fibres de PET. Une partie est réincorporée dans des nouvelles bouteilles. Donc maintenant, vous voyez, dans les bouteilles, souvent, les plasturgistes, ils vous disent si, c'est du plastique recyclé. Alors d'abord, c'est jamais 100%, c'est pas possible. Bon, ils en incorporent. Des fois, alors sur le PET, ils en mettent pas mal. Donc on va dire à peu près moitié-moitié, de neuf et de recyclé. Mais le reste, qu'est-ce que vous en faites? Parce qu'on en a trop du recyclé. Donc ces petites paillettes, on en fait des vêtements. Les polaires, par exemple, qui se vendaient beaucoup, là, qui se vendent encore beaucoup, ce sont notamment des fibres de PET. C'est une réutilisation, si vous voulez, pourquoi pas, à la limite. Sauf que ces fibres, elles sont très légères et que maintenant on en retrouve, mais alors absolument partout, y compris dans l'atmosphère. Il y a un article qui est sorti il y a 15 jours et qui disait qu'ils avaient retrouvé dans certains nuages au-dessus du Japon des fibres plastiques et notamment du PET. Ouais. Et puis au lavage, ça doit Et au lavage. Alors, il va y avoir maintenant des filtres obligatoires dans les machines à laver pour les garder. Sauf que, qu'est-ce que vous allez en faire? Vous n'allez pas les manger au dîner. Hein. Donc, quand vous allez nettoyer votre filtre, vous allez les jeter. Donc, ça va partir à l'incinération. Enfin, vous voyez, de toute façon, ça se déplace. Hein, mais quelque part, il faut bien que ça aille quelque part. Enfin, ouais. Pourquoi ne pas revenir au vert? Alors ça, c'est une bonne question. C'est un peu la même question que le papier tout à l'heure. Alors, il y en a qui vont revenir au vert. Dans la loi AGEC, normalement, on est censé supprimer, par exemple, les plastiques de l'emballage, ce qu'on appelle les plastiques à usage unique. Hein. Donc, ils ne servent qu'une fois. Et c'est très bien. On a déjà, d'ailleurs, interdit à ce propos les pailles, les cotons-tiges. Bon, je crois que l'humanité s'en porte pas plus mal. Je reçois, moi, de temps en temps, des SMS de gens qui me disent « Oh, dis donc, t'es pas rigolote, et regarde, on n'a même plus de paille. » Ouais, bon, écoutez, je crois que vous allez y arriver quand même, hein, à boire votre mojito, bon, ça ne va pas poser de problème. Les cotons-tiges aussi, on a mis du bois, ou alors, de toute façon, c'est mauvais pour les oreilles en plus, donc là, on les élimine. Ceux qu'on ne peut pas éliminer, on revient au vert. Alors, vous savez pourquoi l'argument numéro 1, et qui n'est pas complètement faux, hein, des plasturgistes,
c'est que quand vous faites ce que l'on appelle l'analyse de cycle de vie, c'est-à-dire l'impact environnemental, par exemple, d'une bouteille d'eau, le plastique, il a un gros avantage. Il est léger. Donc, quand vous transportez de l'eau en bouteille, quand elle est dans du plastique, ça pèse beaucoup moins lourd, vous allez utiliser beaucoup moins de carburant, vous allez émettre beaucoup moins de CO2. Vous voyez un peu la complexité du truc. Si vous repassez au verre, c'est très lourd, ça demande de la manutention et ça va générer beaucoup plus de CO2. Et le verre, il se recycle, c'est vrai. Mais attention, hein, vous savez à quelle température ça se recycle, le verre ? Il faut le chauffer entre 800 et 1500 degrés pour être sûr qu'en plus, voilà, on le décontamine s'il a été contaminé. C'est très énergétique, hein, le recyclage du verre. Donc, je dirais que si on prend l'exemple des bouteilles, par exemple, le modèle idéal, il est de changer de modèle. C'est-à-dire d'accepter le fait qu'on arrête de transporter l'eau d'un point A à un point B et qu'on essaie d'avoir des fontaines, qu'on essaie de l'eau potable. Enfin, quand vous parlez d'eau potable, c'est l'eau du robinet. Voilà, de l'eau du robinet qui soit accessible à une fontaine partout, et puis vous vous promenez avec un petit verre et puis vous buvez. Voilà, tout simplement. Dans les pays où on a la chance d'avoir l'eau potable. On revient sur la... Ça a marché jusqu'à il y a 15 jours, effectivement, où là on nous annonce que l'eau n'est plus potable. Alors, évidemment, on reboucle. Mais voilà, donc le verre peut faire sa part, bien sûr, peut avoir sa part. Et probablement, dans les idées de réutilisation, a probablement un intérêt parce qu'il se nettoie très facilement. Moi, je sais que je déteste, depuis que je travaille là-dessus, chauffer du plastique au micro-ondes, le laver et le réutiliser, je le fais quand même, hein, mais bon, j'ai quand même toujours une petite culpabilité vis-à-vis de mes enfants. Je préfère le verre, j'ai changé de tous mes tubes. Avant, je prends du verre. Donc le verre a sa part, mais c'est pas l'alpha et l'oméga, quoi. On voit bien que c'est aussi un changement de modèle et qu'il faut que de toute façon on change nos pratiques et qu'on réutilise plus qu'on... Voilà, si on se mettait à produire autant de... les 430 millions de tonnes de plastique, si tout d'un coup c'était du verre, ça serait une catastrophe écologique tout pareil. Voilà, c'est ça que je veux dire, ça ne peut pas tout remplacer. Il faut aussi réduire. Et le plastique d'une bouteille comme ça, composé de quoi ? Ben là, c'est du carbone, hydrogène, c'est de polyéthylène terephthalate, donc carbone, hydrogène et oxygène, ces trois atomes-là. Et dedans, il y a des additifs que je ne connais pas parce que c'est un secret industriel. En plus, on a énormément de mal à connaître les additifs. On ne les connaît jamais vraiment parce que c'est des recettes qui sont faites. Et même les transformateurs ne les connaissent pas en général. Il y a toujours des additifs. Est-ce que vous parlez... L'eau reste potable après combien de temps dans une bouteille plastique ? Alors, l'eau de source, l'eau minérale, elle n'est pas potable. Elle est buvable, mais elle n'a pas la certification de potable. Une eau potable, c'est une eau sur laquelle on mesure, je crois, 130 ou 140 paramètres. L'eau de source, elle n'a pas les mêmes caractéristiques. Par exemple, souvent, elle contient beaucoup plus de minéraux. C'est pour ça qu'on appelle ça d'ailleurs une eau minérale. Elle est contrôlée, hein, bien sûr, mais elle n'est pas contrôlée sur tous les critères de l'eau potable. Donc, c'est pas comme l'eau du robinet où vous avez une obligation à ne pas avoir plus de bactéries, plus de temps de bactéries après tant d'heures d'utilisation. Là, c'est de votre responsabilité. Vous l'achetez. Après, donc vous dire, écoutez, si elle est complètement scellée, probablement un moment, parce qu'il y a peu de chances que de la vie s'y installe, ce qui est dangereux immédiatement pour nous, hein, c'est tout ce qui est vivant, c'est-à-dire les bactéries, les micro-organismes et les virus. Il y a peu de raisons qu'il y en ait qui s'installent. Par contre, si vous la laissez au soleil, c'est clair qu'une partie de votre polyéthylène terephthalate va commencer à se dégrader et va probablement envoyer dans votre eau des particules. Est-ce que pour autant ça veut dire qu'elle n'est pas potable ? Pas forcément. Mais vous prenez un risque d'être exposé à des contaminants. En plein été, les camions qui restent En plein été, les camions qui restent au soleil. Voilà. Mais d'un autre côté, l'eau potable, elle est potable, je crois, à la sortie de votre robinet, elle est garantie potable à la sortie du robinet pendant 2 heures. Donc un pichet d'eau que vous laisseriez traîner sur la table en plein été au soleil pendant 3 jours,
C'est fort à parier que si vous faites une analyse, elle est plus potable. Hein. Bon, pour autant, est-ce qu'elle va vous tuer? Vous savez, bon. Alors, nous, on est un peu plus sensibles, mais si un Africain la boit, ça va pas rendre malade. Hein. Et le plastique comme combustible, c'est pas une bonne idée. C'est une bonne question. C'est ce qu'on fait. Une partie du plastique à l'heure actuelle. Je vous ai dit, c'est un tiers qui finit dans l'environnement, à peu près, hein, dans le monde. Moins de 10% qui est recyclé. À peu près, voilà, moins de 10% qui est recyclé, à peu près 30% qui va dans l'environnement, et le reste, ça se partage à peu près entre ce qui va dans des décharges contrôlées. Nous, encore en Sarthe, on a, alors pas Le Mans Métropole, on n'a plus de mise en décharge, mais dans le département, il y a encore des décharges, la mise en décharge, et une partie qui va vers l'incinération. Donc, ça sert de combustible. Alors, sur l'incinération, il y aurait énormément à dire aussi. Évidemment que ce n'est pas la panacée. Parce qu'on rejette du CO2, tout d'abord, hein, c'est clair, probablement d'autres polluants. Ça dépend des incinérateurs, ça dépend de l'âge qu'ils ont, ça dépend de la façon dont ils sont entretenus. En revanche, vous voyez, si on prend l'exemple du Mans que je connais bien, on génère de la chaleur, ce qui, du coup, d'un point de vue environnemental, compense les émissions de CO2, puisque ça chauffe quand même toute la piscine des Atlantides, tous les quartiers sud, et là on est en train d'extendre le réseau de chaleur sur le Mans, puisqu'il va venir avenue Bollé. Vous avez peut-être vu des travaux là qui ont débuté. Voilà. Donc ça compense. Donc d'un point de vue carbone, c'est toujours compliqué l'impact environnemental, parce que ça dépend de ce qu'on regarde. D'un point de vue carbone, l'incinération des plastiques, c'est pas si négatif que ça. De même que l'incinération des déchets en général. Ça peut avoir des intérêts. Le risque, il est que ça devient une voie très facile d'élimination des déchets et que donc ça n'incite pas à la réduction. Et ça, c'est un risque qui est extrêmement important. Disons qu'il faut vraiment envoyer en incinération ce que l'on appelle des déchets ultimes autant que possible, parce que le deuxième gros point noir dans le cas des plastiques, c'est la perte de matière. Si vous voulez, pour faire du plastique, vous extrayez des matières fossiles, ça je ne l'ai peut-être pas dit, hein, mais l'origine de tout ce plastique, 98%, c'est le pétrole. Donc vous extrayez du pétrole, vous extrayez des ressources fossiles qui ne sont pas renouvelables, pour l'instant très peu. Et quand elles sont renouvelables, c'est parfois de la concurrence avec des denrées alimentaires, donc prudence aussi, donc qui ne sont pas renouvelables et que vous brûlez. Donc vous perdez de la matière. Donc d'un point de vue CO2, je dirais que ce n'est pas catastrophique, c'est même plutôt équilibré. D'un point de vue utilisation des ressources et impact environnemental de toute la chaîne de vie des plastiques, c'est catastrophique. Et certains vous diront même que la mise en déchet est mieux. Voilà. Donc encore une fois, la solution première, elle est vraiment dans la réduction. Il n'y a pas de recette miracle. Justement, dans la réduction, vous parlez beaucoup des emballages et des suremballages et des films tout va dans la grande distribution. J'ai pas l'impression que ça évolue beaucoup. Ça. Alors, il y a eu quand même des avancées avec, je disais, l'interdiction des sacs plastiques. Je vous assure que ça change tout. Hein. Je ne sais pas si... Moi, je me rappelle quand j'étais petite, j'habitais au bord d'une rivière, que la rivière débordait. Je me rappelle que les semaines après les crues, je ne sais pas si vous vous souvenez, si vous avez vu ça, les sacs plastiques qui étaient accrochés dans les arbres, c'était... Moi, j'adorais ça, je trouvais ça super joli. Bon, c'est ça qui m'a amené d'ailleurs à travailler là-dessus. Hein. Ça, c'est des choses que vous voyez quand même beaucoup moins en Europe. Hein. Donc, voilà, on a commencé. Dans l'emballage, il y a des objectifs de la loi AGEC qui sont très forts, hein. C'est-à-dire de supprimer, de ne plus avoir d'emballage qui ne soit pas recyclable en 2025. Donc, 100% du plastique recyclé en 2025, on n'y est pas. Hein. Mais voilà, c'est des objectifs forts, donc on se dit si on n'y est pas en 2025, on y sera peut-être en 2030. Voilà, c'est lancé en tout cas. Et je peux vous dire que moi je vois le changement. Hein. Le nombre d'entreprises qui viennent nous voir dans les laboratoires en nous disant écoutez, on vous fait le chèque qu'il faut, mais est-ce que vous pourriez nous aider, s'il vous plaît, trouvez-nous une façon de recycler Voilà, on sent quand même que la pression est là. Hein. Donc on avance vers ça. Mais encore une fois, les quantités qui sont produites sont tellement monstrueuses que la première des choses, c'est vraiment d'essayer d'en produire moins et qu'il y ait des interdictions plus fortes. En Europe, on en a eu, on vient d'en parler, mais il faut
qu'elle soit mondiale. Enfin, moi, je ne vois rien diminuer sur l'étal des hypermarchés. Hein. Tout est sous plastique. Mais tout est sous plastique, les emballages, je suis Une d'accord. cheveux, elle est glycérisée. Je sais. Surtout quand il y a des promos, on remet une couche de plastique pour indiquer que c'est une promo. Oui, c'est terrible. C'est qui peut, alors vraiment je suis naïve, qui peut décider? Ça fait partie des choses qui vont se négocier dans le traité, c'est-à-dire que est-ce qu'on fait un traité contraignant qui oblige les États, à part il y a des pays qui ne veulent pas trop, ils préfèrent le système de la COP 21 et du climat, où on donne des objectifs, mais en gros chacun fait ce qu'il veut. Bon, on voit ce que ça donne. De toute façon, là, on sera bien obligé de se plier à la majorité. Donc, qui décide, c'est quand même les politiques, évidemment, qui ont un rôle. Hein, c'est évident, l'ONU qui peut inciter, essayer de réduire des interdictions. Ça, c'était bien parti avant la crise sanitaire, il faut être honnête. La crise sanitaire ne nous a pas aidés. Parce que ce suremballage, il vient aussi beaucoup de cette idée que ça va être plus hygiénique. Et qu'on n'a pas envie de toucher un truc que quelqu'un d'autre aurait touché, enfin, voilà, même si c'est souvent construit, déconstruit. Je sais que des pays comme le Japon, qui par exemple était très actif avec nous sur la pollution, la crise, les Asiatiques et les Japonais en particulier, ils ont très très peur des virus, ils ont des très fortes densités de population, eux, hein, et ils sont complètement revenus, eux, sur leur position, et ils ont tendance à mettre du plastique partout parce qu'ils se sentent plus en sécurité. Enfin, je ne sais pas si vous l'avez vu pendant la crise, là, mais on était en train de vivre dans un monde de plastifié. Moi, je suis allée chez le coiffeur, là, dès que les coiffeurs ont réouvert, je ne sais pas si vous avez fait ça, dès que les coiffeurs ont réouvert, là, après la pandémie, là, et les semaines où on a été enfermés. Mais je leur ai dit, mais vous rigolez, là. Ils m'ont entouré d'un truc de plastique partout, il y a eu du plastique, des quantités de plastique, même derrière les caisses, partout. Alors maintenant, les gens viennent nous voir en disant, on en fait quoi de tout ce plastique, on ne sait pas quoi en faire. Ben non, moi non plus. Voilà, donc la crise ne nous a pas aidés. Mais il y a clairement un rôle des États, et là, ça va être tout ce travail aussi pendant les 2 années, l'année en cours et l'année prochaine, pour essayer de travailler là-dessus. Mais il y a aussi un gros rôle du consommateur. Et là, vraiment, et j'aime pas culpabiliser le consommateur, mais on a tous un rôle là-dessus, en essayant d'acheter, d'aller toujours vers le produit qui va contenir le moins d'emballage. Et pas que plastique, hein, c'est bon pour le carton, c'est bon pour le papier, parce que, je veux dire, recycler le carton, ça a un coût énergétique, pareil.